Maintenant, on va définir l'expression de l'énergie cinétique. Donc, une particule de masse m ayant une vitesse v a une énergie cinétique est égale à 1/2 de mv carré. L'énergie cinétique est une quantité scalaire et son unité SI, c'est le joule. Maintenant, l'expression de l'énergie cinétique en fonction du travail d'une force. On va représenter l'énergie cinétique en fonction du travail W d'une force. On commence par calculer le travail d'une force en utilisant la quantité de mouvement. Donc, on sait que la variation de la quantité de mouvement, c'est une force, après la deuxième loi de Newton. Donc, dP/dt, c'est une force. Donc, le travail, la forme différentielle du travail δW qui est égale produit scalaire de F dl, je remplace F par dP/dt, donc ça fait dP/dt dl, est égal, donc dP/dt c'est la masse fois dV/dt, puisque P c'est mv, donc je fais sortir la masse en supposant qu'elle est constante, et dV/dt c'est une accélération, donc ça fait m dV/dt fois V/dt, dl c'est la vitesse fois le temps, la distance parcourue c'est V fois dt, donc est égal, si je simplifie le dt, donc ça fait m dv fois v ou bien mv dv. Sachant que mv c'est la quantité de mouvement, donc je peux écrire directement que delta w c'est p, la quantité de mouvement fois dv. Donc on intègre maintenant, donc delta w est égal à l'intégrale de v1 vers v2. Maintenant l'élément différentiel c'est la vitesse, donc j'intègre d'une vitesse initiale vers une vitesse finale. Donc, c'est l'intégrale de mv dv. Et l'intégrale m est constante, je fais sortir le m. Et l'intégrale de v dv, c'est 1/2 de v carré. Ça me donne à la fin 1/2 de m v2 au carré moins v1 au carré. Et 1/2 de mv2 au carré, c'est l'énergie cinétique à l'instant 2. Et 1/2 de mv1 au carré, c'est l'énergie cinétique à l'instant 1 ou bien à la position 1. Donc, le travail effectué lorsque une particule change de vitesse, elle passe d'une vitesse 1 à une vitesse 2, c'est 1/2 de 1 V2 au carré moins V1 au carré. C'est l'énergie cinétique à l'étape 2 moins l'énergie cinétique à l'étape 1. Donc la variation, le travail effectué par une force sur une particule est égal à la variation de son énergie cinétique. Le travail peut être converti en énergie cinétique et vice-versa. والعكس صحيح. Donc, j'écris que le travail est égal à l'énergie cinétique à l'état 2 moins l'énergie cinétique à l'état 1. Ou bien, je peux calculer l'énergie cinétique à l'état 2 qui est égal à l'énergie cinétique à l'état 1 plus le travail effectué par la force. Alors, on va définir maintenant la puissance. La puissance moyenne dépensée par une force durant l'intervalle de temps durant lequel elle a effectué un travail W est P est égal à delta W sur delta T. Donc ça, c'est une puissance moyenne. On divise, donc c'est le rapport entre le travail et le temps. Donc, c'est des joules par seconde. Et l'unité de la puissance, c'est le watt. La puissance instantanée est donnée par la formule P de T est égal à delta W sur delta T est égal à F fois V. Donc, c'est la force, produit scalaire, la vitesse. Donc, la puissance est un produit scalaire qui est égal à FV. Et c'est la variation, ou si vous voulez, la variation du travail par rapport au temps. On écrit delta W au lieu de dW pour indiquer que W dépend du chemin suivi. Et les unités de la puissance, c'est des watts. Donc, en honneur à l'ingénieur anglais James Watt. On a défini le travail, on a défini l'énergie cinétique et la puissance. Maintenant, on va définir l'énergie potentielle, taqal kamina. On va commencer par l'énergie potentielle d'un champ gravitationnel. La variation de l'énergie potentielle de gravitation, qu'on appelle EPG, qu'on peut noter aussi U, grand U, entre deux positions, R1 et R2, est l'opposé du travail nécessaire pour déplacer une masse M, soumise au champ gravitationnel de la masse grand M, entre ces deux points. Donc, on sait que lorsque une masse passe par d'une position R1 à une position R2 en chute libre, elle effectue un travail positif, mais
on sait qu'elle perd de l'énergie potentielle, puisqu'elle se rapproche de la Terre, donc elle perd de l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle perdue est égale au travail fourni. Donc l'énergie potentielle, c'est égal à au moins le travail, ou bien le travail est égal à moins l'énergie potentielle. Donc on définit la variation de l'énergie potentielle de gravitation entre deux positions comme moins le travail effectué par la force de gravitation entre ces deux positions. Et on sait que l'énergie potentielle, donc on sait qu'on a défini déjà le travail de l'énergie, le travail d'une force gravitationnelle. Donc, on multiplie juste le travail par moins, ça fait moins G fois la masse de la Terre fois la masse de la particule, 1 sur R2 moins 1 sur R1. Donc, c'est Gm, masse de la Terre, masse de la particule, 1 sur R1 moins 1 sur R2. Donc, je fais introduire le moins. Rappelez-vous toujours que R1 c'est la position initiale et R2 c'est la position finale. Donc il est d'usage, le ma'moul bih, de considérer l'énergie potentielle de gravitation de la masse M comme nulle lorsque R1 tend vers l'infini. Donc comme ce qui m'intéresse c'est toujours la position finale, donc je vais considérer que la position initiale c'est une position qui est à l'infini. Donc, quand R1 tend vers l'infini, donc ce terme-là devient 0 et l'énergie potentielle devient négative. Donc, en posant comme origine des énergies potentielles l'infini, R1 tendant vers l'infini, donc j'obtiens une énergie potentielle en fonction de R qui est égale à moins Gmm sur R. Donc, R1 tend vers l'infini, ça devient 0 ici, je remplace R2 par R. Donc, j'ai directement une énergie potentielle. Au lieu d'une variation d'énergie potentielle, j'ai directement l'énergie potentielle de la particule M à une distance R du centre de la Terre qui est égale à moins Gmm sur R. Donc, l'énergie potentielle est notée U ou bien EP ou bien dans certains livres EPG pour énergie potentielle de gravitation. Nous, on va adopter la lettre U majuscule. Dans un champ gravitationnel, comme le travail, c'est moins l'énergie potentielle. Donc, j'ai la variation du travail plus la variation de l'énergie potentielle qui est égale à 0. Ou bien, je peux écrire que delta de W plus U est égal à 0. Ou bien, delta W qui est égal à moins delta U. Donc, c'est valable pour un champ gravitationnel. Maintenant, on va voir l'expression de l'énergie potentielle élastique ou bien l'énergie potentielle pour un ressort. Nous avons vu que lorsqu'un ressort est comprimé ou allongé, le travail effectué par la force élastique est delta W qui est égal à 1 demi de K x1 au carré moins x2 au carré. On avait dit que ce travail-là est négatif puisque la force est toujours opposée au déplacement. La force élastique est toujours opposée au déplacement. Donc x2 est supérieur à x1. Alors, ce travail est converti en énergie cinétique transmise à la masse lors de la détente. Donc, quand on lâche, on tire sur le ressort et on lâche la masse. Donc, la masse prend de la vitesse. Donc, il y a l'énergie, ce travail-là, qui va se transformer en une autre forme d'énergie qui est l'énergie potentielle dans le ressort. Et cette énergie potentielle du ressort va être libérée sous forme d'énergie cinétique de la masse. Donc, la masse va se mettre en mouvement et elle va dépenser de l'énergie cinétique, elle va prendre de l'énergie potentielle du ressort. Alors, nous avons donc trois situations possibles pour un ressort. Donc, le ressort est en état libre, il n'est ni allongé ni comprimé. Donc, sa longueur libre, c'est L0. La masse est immobile, لا تتحرك. Le ressort, ما هم في حالة ضغط ما هو في حالة تمدد. Donc, le travail de la force élastique, c'est 0. L'énergie potentielle dans le ressort, c'est 0. Et l'énergie cinétique de la masse, c'est 0. Maintenant, si on allonge le ressort en utilisant une force F, on va allonger le ressort d'une certaine distance delta L. Donc, on prend comme origine ici x1 égale 0 et x2 égale delta L. Donc, le travail de la force élastique dans le ressort est égal à 1 demi de K moins x2 au carré, puisque vous avez x1 qui est égal à 0. Donc, c'est moins 1 demi de K x2 au carré. Donc, le travail de la force élastique, c'est moins 1 demi de K fois delta L au carré, puis x2 c'est delta L.
L'énergie, et ce travail-là, il va se transformer en énergie potentielle, donc le ressort va s'allonger, donc il va acquérir de l'énergie potentielle. Donc son énergie potentielle va augmenter, elle est égale à 1 demi de K fois delta L au carré. Et l'énergie cinétique de la masse est zéro, puisqu'elle ne se déplace pas, on tire sur la masse et elle reste fixée. Troisième position, on lâche la masse. Donc on supprime F, on lâche la masse. Donc la masse commence à se déplacer. Donc la force élastique va tirer sur le ressort. La force élastique va tirer sur la masse et elle va lui donner une certaine vitesse. Donc le travail de la force élastique, ça va être toujours moins 1 demi de kx2 au carré, puisqu'il est toujours négatif. Alors que l'énergie potentielle, c'est égal à 1 demi de kx carré, elle est inférieure à l'énergie potentielle maximale dans cette position-là. Et l'énergie cinétique, ça va être 1 demi de mv carré. Donc, puisque la masse, elle a une vitesse, donc, elle aura une énergie cinétique. Donc, remarquez que delta U, elle a diminué. Au même moment, delta, la variation de l'énergie cinétique a augmenté. Donc, l'énergie cinétique a augmenté. Au même moment, l'énergie potentielle a diminué. Alors, l'énergie potentielle élastique est donc delta U est égal à 1 demi de K fois X carré. Et on remarque que pour un ressort, l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle initiale est égale à l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle finale. Donc, quand le ressort est à l'état libre, quand le ressort est en état de repos, donc l'énergie cinétique de la masse c'est zéro, l'énergie potentielle du ressort c'est zéro, le travail c'est zéro. Maintenant, quand le ressort est à son allongement maximal, l'énergie cinétique de la masse est nulle, puisque la masse doit s'arrêter en position maximale pour changer de sens, alors que l'énergie potentielle du ressort, elle est maximale parce que le ressort est à son allongement maximal. Maintenant, à la position finale, j'ai une énergie cinétique automatiquement si l'énergie potentielle a diminué parce que la masse a quitté les extrémités. Donc, forcément, l'énergie cinétique est différente de zéro. Donc, en tout état, à tout instant, j'ai l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle qui est égale à une constante. Ou bien, la variation, donc si je calcule l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, je vais avoir la variation de l'énergie cinétique. Et l'énergie potentielle initiale moins l'énergie potentielle finale, je vais avoir la variation de l'énergie potentielle. À tout instant, j'ai la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle qui est égale à 0. Donc, si vous faites ici EC final moins EC initial, ça va être égal à moins U final moins U initial. Donc, à la fin, j'ai l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale est égal à moins l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. Donc, ce qui se traduit sous cette équation compacte qui est la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle est égale à 0. Et pour un ressort spiral, donc du genre qu'on utilisait dans les montres mécaniques, l'énergie potentielle élastique est donnée par delta U égale 1 demi de C fois delta θ au carré. Donc la force ici, elle est remplacée par un moment, c'est un couple, et ce couple-là est égal à la constante du ressort Newton-mètre par radian, donc c'est des couples par radian que multiplie l'angle de rotation du ressort. Par analogie avec le ressort linéaire, donc la constante c'est 1 demi, la constante du ressort, fois le déplacement, ici c'est un déplacement angulaire, delta θ au carré. Puisqu'ici nous avons un ressort spiral, donc les déplacements sont comptés en radians. C c'est la constante du ressort Newton-mètre par radian, donc c'est des moments par radian. Et delta θ c'est l'angle de déformation en radian. Alors maintenant on va définir l'énergie mécanique. Nous avons vu que lorsque les forces mises en jeu sont gravitationnelles ou élastiques, les énergies potentielles et cinétiques sont liées par la relation delta EC plus delta U égale à 0. Donc cette expression est tout le temps valable quand il s'agit de forces gravitationnelles ou bien de forces élastiques.
on a vu aussi que la variation de l'énergie potentielle, c'est moins le travail des forces gravitationnelles ou bien des forces élastiques. Donc, je peux écrire que cette quantité-là, cette variation-là, elle est tout le temps nulle. Donc, je peux sommer ces deux, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, pour dire que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle est une constante. Comme la variation est égale à 0, donc forcément, la valeur de EC plus U est une constante. Donc, je vais définir cette constante comme l'énergie mécanique. Donc, je vais sommer, je vais faire une sommation de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, et je vais appeler ça l'énergie mécanique. Et la variation de l'énergie donc mécanique est égale à 0 quand il s'agit de forces gravitationnelles ou bien élastiques. Donc, l'énergie mécanique du système est la somme des énergies cinétiques et potentielles. N'oubliez pas que U ici, c'est toujours moins W. Et on peut en déduire que la variation de l'énergie mécanique, c'est la variation de EM, EC plus U, c'est delta EC plus delta U. Alors, pour un système conservateur, muhafid, perte d'énergie nulle, il n'y a pas de force de perte d'énergie telles que les forces de frottement. L'énergie mécanique totale est conservée. Donc, nous avons tout le temps delta EM qui est égal à delta EC plus delta U égale à 0, ou bien delta EC qui est égal à moins delta U. OK? Donc, sachant que delta U, c'est moins delta W, donc je peux écrire que delta EC est égal à la variation de l'énergie cinétique, c'est moins la variation de l'énergie potentielle, ou bien c'est le travail des forces mises en jeu. Alors, pour une force gravitationnelle, l'énergie mécanique, c'est 1/2 de mv carré l'énergie cinétique, moins l'énergie potentielle qui est moins gmm sur R. Donc, on avait défini cette énergie potentielle pour une force gravitationnelle dans les slides précédents. Alors, pour une force élastique, l'énergie mécanique, c'est 1/2 directement de mv carré plus kx carré. Donc, mv carré, 1/2 de mv carré, c'est l'énergie cinétique de la masse, et 1/2 de kx carré, c'est l'énergie potentielle du ressort. Alors ici, le moins est présent. Pourquoi on a eu le moins ici? Parce que c'est une spécificité, ou bien c'est une caractéristique qui est spécifique, khassiya, de l'énergie potentielle gravitationnelle. Parce que on avait pris, rappelez-vous, l'énergie, l'origine des énergies potentielles à l'infini. Le fait d'avoir choisi l'origine des énergies potentielles à l'infini, nous avons retrouvé le signe moins dans l'expression de l'énergie potentielle. Maintenant, on va introduire la notion de force conservative et non conservative. Qiwa muhafida wa ghir muhafida. On va commencer par les forces conservatives. Une force est dite conservative, muhafida, c'est l'énergie mécanique du corps, taqa al-mécanikiya del jism, sur lequel elle s'exerce, est conservée au cours du temps, ou bien du mouvement. Ça veut dire que l'énergie mécanique est invariable, elle reste constante pendant un mouvement donné. Son travail ne dépend que des positions initiales et finales. Donc, pour des forces gravitationnelles et élastiques, nous avons vu que la variation de l'énergie potentielle, c'est moins le travail des forces mises en jeu. Donc, soit des forces gravitationnelles ou élastiques. Et W, on a vu que la variation du travail, c'est l'intégrale sur le parcours, le chemin de FdL. Donc, je peux écrire que delta U, c'est moins l'intégrale de FdL, ou bien, je peux enlever le signe intégral pour écrire que FdL, ce n'est que moins du. Donc, la différentielle de U, c'est FdL. Ça, c'est un produit scalaire. Donc, je peux pas écrire que F, c'est moins du dl. Donc, mathématiquement, c'est pas correct. Donc, on va utiliser le gradient. Donc, si on a cette expression entre deux vecteurs FdL qui est égal à moins du, qui est scalaire, donc on dit que F, c'est moins le gradient de U. Ou bien, on dit que F dérive d'un potentiel U. Donc, U est le potentiel et F dérive d'un potentiel. Donc, nous avons le potentiel gravitationnel d'où dérivent les forces de gravitation et nous avons le potentiel élastique duquel dérivent les forces élastiques. Donc, si je développe F, donc Fx, c'est moins du dx, Fy, c'est moins du dy, et Fz, c'est moins du dz.
Rappelez-vous, l'opérateur gradient, c'est ddx, ddy et ddz, c'est un vecteur. Alors, remarque, F, c'est une force conservative, donc on peut démontrer que le rotationnel de F, ça veut dire l'opérateur gradient vectoriel F est égal à 0, vous pouvez le démontrer. Vous prenez l'opérateur gradient et vous faites un produit vectoriel avec F, sachant que F dérive d'un potentiel. Donc, vous faites le produit vectoriel entre l'opérateur gradient et l'expression, et le vecteur moins du dx, moins du dy et moins du dz, et vous allez voir que c'est 0. C'est vérifié. Ensuite, vous pouvez vérifier aussi que le travail de F sur un chemin fermé, ça veut dire sur un parcours fermé, est égal à 0. Donc, on appelle ça la circulation de F. Donc, la circulation de F sur un chemin fermé est égale à 0. Donc, le cas, par exemple, des forces de gravitation. Donc, si un point matériel se déplace d'un point 1 vers un point 2, ensuite il revient au même point 1, donc le travail effectué sur le chemin aller-retour est égal à 0. Alors, les forces centrales sont conservatives. Les forces centrales, telles que les forces de gravitation, donc sont conservatives. Donc, un satellite autour de la Terre, donc quand il tourne autour de la Terre, donc le travail du satellite des forces de gravitation, donc le travail effectué par la force de gravitation sur le satellite quand le satellite tourne autour de la Terre, il est nul. Il est nul parce que la force, c'est une force centrale et les forces de gravitation sont des forces conservatives. Maintenant, on va parler des forces non conservatives, غير محافظة. Le principe de conservation de l'énergie mécanique, delta EM égale 0, s'applique si les forces qui font un travail non nul sont conservatives. Ça veut dire ce principe-là de conservation de l'énergie mécanique, delta EM égale 0, s'applique pour des forces conservatives qui font un travail non nul. Alors, ces travaux sont pris en compte dans le terme de l'énergie potentielle. Donc, on a vu que lorsqu'il s'agit de forces conservatives, ça veut dire qu'ils dérivent d'un potentiel élastique ou bien d'un potentiel gravitationnel, la variation de l'énergie potentielle, c'est toujours moins le travail des forces mises en jeu. Maintenant, quand cette condition n'est pas respectée, donc quand il y a des forces de frottement par exemple, qui font du travail en plus des forces conservatives, donc on doit tenir compte de ce travail-là. Donc la variation de l'énergie cinétique, dans l'expression de l'énergie mécanique, on avait la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle qui était égale à 0. Maintenant, si on écrit la variation de l'énergie cinétique, ça va être le travail des forces conservatives plus le travail des forces non conservatives. Donc, les forces non conservatives vont grignoter une partie de l'énergie cinétique pour accomplir le travail non conservateur. Et comme la variation, le travail des forces conservatives, c'est moins la variation de l'énergie potentielle, donc je vais remplacer ici le delta WC par moins delta U. Je transpose le moins delta U, donc j'aurai la variation d'énergie cinétique delta EC plus la variation de l'énergie potentielle qui est égale au travail des forces non conservatives. Ça, c'est la variation de l'énergie mécanique. Donc, au final, la variation de l'énergie mécanique, elle n'est pas nulle, mais elle est égale au travail des forces non conservatives. Et ce travail-là, il est négatif, puisque nous avons l'énergie mécanique qui va diminuer. Donc, l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale, c'est un terme négatif, parce que ce terme-là, il va servir à créer ou bien au travail des forces non conservatives, telles que par exemple les forces de frottement. Les forces de frottement sont un exemple de force non conservative. Le travail effectué par le frottement sur un projectile transforme une partie de son énergie cinétique en énergie thermique. Donc, quand on lance un projectile, il frotte contre l'air et une partie de son énergie cinétique se transforme en énergie thermique non récupérable. Lors de l'explosion aussi, nous avons l'énergie thermique qui compresse les masses d'air et propulse des objets, devenant en partie de l'énergie cinétique. Donc, quand on a une explosion, donc on a le phénomène de l'énergie thermique qui chauffe
le milieu, donc c'est une énergie non récupérable, et une partie de l'énergie qui se transforme en énergie de pression, et c'est cette énergie-là qui va propulser les objets pour leur donner de l'énergie cinétique.